Monsieur, bonjour, merci de votre fidélité, bienvenue, bon réveil, RFM, il est 7h. À la une de ce journal, les menaces de perturbation qui planent sur l'année scolaire qui vient à peine de démarrer. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence rassure, il n'y a pas de problème particulier dans le secteur éducatif, a dit l'ancien premier ministre qui assurait le monitoring pour le suivi des accords. Il annonce que le gouvernement, Mohamed Boun Abdallah Dionne, annonce donc que le gouvernement est prêt à travailler avec le G20. Une annonce qui intervient au moment où le G7, qui regroupe les syndicats d'enseignants les plus représentatifs, se désole de l'attitude des autorités. Ils disent rester sur leur faim au sortir de leur rencontre avec le gouvernement. Le Haut Conseil du dialogue social rassuré annonce la poursuite des concertations. Université Cheikhoul Khadim de Touba, l'infrastructure sera livrée en 2020. Une assurance de l'entrepreneur, le khalife général des Mourides, tout comme son porte-parole Serigne Bass Abdoul Khadr, se disent satisfaits de l'état d'avancement des travaux. Mairie de Mbao, des conseillers accusent le maire Abdoulaye Pouy dit Obama d'avoir détourné 25 millions CFA. L'argent a été décaissé pour des œuvres sociales, mais il n'est pas arrivé à destination. Les conseillers frondeurs réclament un audit de la gestion d'Obama, Abdoulaye Pouy. Ils annoncent d'ailleurs une plainte. Troisième congrès du syndicat des travailleurs du Trésor. Au sortir de la rencontre d'hier, ils ont étalé leurs difficultés, entre autres le non-respect des avantages liés à leur statut et l'absence d'un plan de carrière. Sport Weekend, en fin de journal, ce sera avec Cheikh Tidiane Diagne. Bonjour à tous et bienvenue, bon réveil matinal. Abdou Thiam sur la technique. Cette rencontre avec le gouvernement, les syndicats de l'éducation regroupés autour du G7 sont restés sur leur faim. Le secrétaire général du CELS authentique, Abdou Fati, estime que sur les points les plus importants comme le système de rémunération et le DMC, les propositions faites ne leur conviennent pas du tout. Le Haut Conseil du dialogue social rassure sur la poursuite des concertations pour une année scolaire apaisée. Abdoulaye Diop. D'abord, le secrétaire général du CELS authentique fait un constat sur les réalisations des points d'accord signés avec l'État. Abdou Fati. Il faut dire qu'on a tous noté, en tout cas les enseignants et le G7, que le niveau de réalisation du protocole d'accord de 2018 est extrêmement faible. Ils sont restés sourds à notre appel. C'est seulement le 27 septembre qu'ils ont enfin désigné un homme monitoring, Cheikh Kanté, pour une prise de contact. Sur la dernière rencontre de monitoring, les syndicats disent toujours rester sur leur faim. Sur la question importante du système de rémunération, on n'a pas de réponse. Sur la question des DMC, des conventions, des crédits logement, l'État nous a fait une proposition inacceptable, à savoir 1 milliard fin octobre, puis fin novembre et fin décembre, et sur imposition également, rien de concret. Nous ne sommes pas satisfaits. Sur ces points soulevés, le Haut Conseil du dialogue social rassure. Innocence Tamdiaye est la présidente. Sur ce point, le ministre a donné une réponse d'attente qui, après le travail qui va être fait, va certainement après mettre sur la table la question du système de rémunération. Donc en fait, ce point n'a pas véritablement fait l'objet de discussion. C'est ça qu'il faut retenir. Pour l'apaisement du climat éducatif, le gouvernement a entrepris des rencontres sectorielles avec le G7 qui regroupe les syndicats d'enseignants les plus représentatifs. Objectif, avoir une année scolaire apaisé. Abdoulaye Diop, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, rassure il n'y a pas de problème particulier dans le secteur éducatif. Mohamed Boun Abdallah Dionne, l'ancien premier ministre qui assurait le monitoring pour le suivi des accords, annonce que le gouvernement est prêt à travailler avec le G20. Il ajoute que le retard dans l'accord avec les syndicats se situe surtout au niveau du ministère de l'Urbanisme. Il présidait une rencontre sur la vision, les réalisations et perspectives du président Macky Sall. Mohamed Boun Abdallah Dionne au micro de nos confrères de la télé Futur Média. Il y a eu une réforme constitutionnelle qui a vu la suppression de l'échelon intermédiaire qui était le Premier ministre dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et il y a eu, bien entendu, donc un besoin de recentrage par rapport à ce monitoring. Et le président de la République a désigné le ministre Cheikh Kanté, qui est le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent, pour coordonner cela à côté des autres ministres sectoriels, notamment fonction publique, travail, éducation nationale, etc. Et ils ont eu des séances de monitoring dans la vérité. On sait là où on a eu un peu de retard, comme en matière
de mise à disponibilité des parcelles dans les ZAC. Et ça a été rappelé par le président de la République lors du dernier Conseil des ministres pour que le gouvernement y travaille davantage. On connaît ce qu'il y a à faire, le net a été fait et il sera justement complété par des actions nouvelles. Maintenant, le gouvernement a travaillé avec le G7, comme on l'appelle, parce qu'il y a eu des élections de représentativité. D'autres syndicats ont créé le G20. Mais l'État est ouvert. Ce que le chef de l'État nous dit, c'est l'inclusion. C'est le Sénégal de tous. C'est au nom de ce Sénégal de tous que le gouvernement continue à travailler pour qu'il y ait justement cette école de la réussite. Il n'y a pas de problème particulier. Mohamed Boun Abdallah Dionne, le SAES section université Assane Seck de Ziguinchor exprime ses craintes suite à la décision du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. L'autorité qui a orienté 3000 nouveaux bacheliers risque de créer d'autres difficultés. Selon le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, il sera presque impossible d'accueillir ces étudiants si aucune mesure d'accompagnement n'est prise. Ziguinchor, Lamine Ba. L'orientation de 3000 nouveaux bacheliers à l'université Assane Seck de Ziguinchor suscite une réaction d'inquiétude chez les enseignants en service dans l'institution. Ils expliquent que l'université ne dispose pas d'infrastructures pédagogiques capables d'accueillir un tel nombre d'étudiants. Daouda Diatta est le secrétaire général de la section SAES de l'université de Ziguinchor. Les salles de classe, les amphis qui les accueilleront ne sont pas là. Et je ne pense pas que ce soit desservir qui que ce soit que de dire cette vérité, parce qu'elle va nous rattraper très très vite. 3000 étudiants supplémentaires à Ziguinchor, ça demande d'énormes investissements. Nos chantiers ne sont pas prêts, il faudra réellement des mesures d'accompagnement. Si on essaie de nous voiler la face, le retour sera très très violent. Parce que 3000 étudiants plus 4000 qui étaient déjà là, ça fait 7000. Nous n'avons pas les infrastructures qui permettent d'enseigner dans de bonnes conditions actuellement à Ziguinchor autant d'étudiants. L'inquiétude est partagée par les étudiants qui évoquent une capacité d'hébergement très en deçà du nombre d'étudiants que l'université va accueillir cette année. Amarilo Gaston Mané, coordonnateur de la commission sociale des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor. On ne peut pas aujourd'hui recevoir tous ces étudiants, très sérieux. Des amphis qui jusqu'à présent n'ont pas été achevés. Nous avons aussi une capacité d'hébergement de 472 lits disponibles pour les étudiants sur plus de 4000 étudiants et 3000 d'autres étudiants doivent venir. Donc, constater que c'est un problème. Nos interlocuteurs s'exprimaient en marge d'une tournée de supervision des travaux de rénovation entamée par le directeur du CROUS pour préparer l'ouverture du campus social prévu lundi 7 octobre. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, vous l'avez dit, donc le CROUS qui se prépare à accueillir ces 3000 étudiants à l'université Assane Seck de Ziguinchor, le centre régional des œuvres universitaires de Ziguinchor qui annonce donc la construction d'un chapiteau d'une capacité de 500 places dans l'enceinte du campus social. C'est pour satisfaire la restauration d'après le directeur du CROUS en tournée de supervision des chantiers à moins de 48 heures de l'ouverture du campus social. Mamadou Djumbera au micro de Lamine Ba. Ces efforts que vous voyez comme ça, ce ne sont que le début de notre mission. Nous maintenirons le cap au moins, et en maintenant le cap, nous avons intégré également les 3000 étudiants. Parce que le site sur lequel on est en train de faire l'interview, sur ce site-là, il est prévu l'érection d'un chapiteau de 500 places pour non seulement faire face à la forte demande en restauration des étudiants, mais également pour permettre aux étudiants d'avoir un espace agréable pour pouvoir se connecter à Wi-Fi ou bien des espaces de détente, etc. Donc ce qui fait que même si l'université de Ziguinchor aujourd'hui avait 5000 étudiants de plus, par rapport aux 6000 qui sont déjà sur place, nous pouvons espérer, avec la volonté du chef de l'État, mais également avec la volonté du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, que le cap sera maintenu. Et dès le matin, Inch'Allah, on remettra les clés aux étudiants pour qu'ils commencent à loger dans leur chambre. C'était donc Mamadou Djumbera, le directeur du CROUS de Ziguinchor. Pas de travail et aucune mesure d'accompagnement. Les anciens étudiants de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles accusent le gouvernement de n'avoir pas respecté ses promesses. Ces sortants de l'INEFJA de Thiès disent être dans la galère depuis la fin de leur formation en 2015. Ils étaient en assemblée générale hier à Mbour dans le cadre de leur GIE dénommé Canne Blanche. Et puis, plusieurs kits scolaires décernés aux enfants handicapés et à ceux issus de familles vulnérables de Saint-Louis
Un geste du service régional de l'action sociale qui invite les bonnes volontés à lutter contre les déperditions scolaires. Les enfants suivis l'année dernière ont eu 100% au CFE, 80% au BFM et 75% au baccalauréat, avec bien sûr des mentions. Je vous l'annonçais, la construction de l'université Cheikhoul Khadim de Touba, le khalife général des Mourides satisfait donc de l'état d'avancement des travaux. Serigne Bass Abdoul Khadr, qui a visité le chantier, l'a réaffirmé sur place. L'entrepreneur s'est engagé d'ailleurs à livrer l'infrastructure avant même le délai, c'est-à-dire dès 2020. Marema Diop. L'université Cheikh Ahmadou Bamba de Touba prête à ouvrir ses portes en 2020. L'entreprise Touba Matériaux, en charge de la première phase, promet de livrer les travaux à cette date. Youssouka, directeur administratif et financier de l'entreprise Touba Matériaux. Les travaux, vous le voyez vous-même. Il y a un bâtiment qui est pratiquement à terme pour le gros œuvre. Donc on peut dire que pour les bâtiments entamés, en moyenne on est à près de 40 à 50% des premiers bâtiments. Et comme l'a dit précédemment mon directeur général, M. Abdullah Hadka, on a un objectif de pouvoir livrer l'ensemble des bâtiments, je dis, dans un délai d'à peu près 1 an et demi, ça veut dire 18 mois. Le porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadr, a visité le chantier. Il se dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Nous sommes agréablement surpris du niveau d'évolution des travaux. En si peu de temps, les bâtiments sont tous sortis de terre. C'est le lieu ici de féliciter Touba Matériaux pour la qualité du travail accompli. Lancés en grande pompe en 2018, les travaux de l'université de Touba sont prévus pour une durée de 4 ans. Mais déjà, certains entrepreneurs se sont engagés à livrer le chantier en 2020. Marema Diop, Touba, RFM. Marema Diop, l'université Cheikhoul Khadim de Touba, donc qui sera ouverte en 2020. Nous restons justement à Touba avec ces propos du ministre de la Santé et de l'Action sociale qui va déployer 6 000 agents pour la couverture sanitaire de l'édition 2019 du Magal de Touba. En visite dans la ville sainte, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a rassuré que le nouvel hôpital et les autres infrastructures sanitaires vont être livrées également. Ce sera en 2020. Il l'a dit à Marema Diop. C'est le lieu de féliciter et de remercier l'ensemble des acteurs de la santé de la région de Diourbel, mais au-delà aussi de remercier les équipes au niveau central, parce que nous avons vu effectivement que plus de 5000 personnels de santé seront déployés ici pour prendre en charge la santé des pèlerins, mais aussi quelques 188 postes avancés seront installés ici à Touba, sans compter un nombre important, plus de 45 ambulances dont quelques 5 ou 6 médicalisés. On aura un dispositif avec un hélicoptère qui va prendre en charge les urgences en cas de besoin, sans compter naturellement le stock de médicaments nécessaires. On aura un budget de 62 millions en médicaments. Somme toute, vous pourrez effectivement noter que le ministère de la Santé et de l'Action sociale est tout à fait prêt, conformément aux orientations du chef de l'État, à prendre en charge les besoins des populations en matière de santé. Je demande simplement au personnel de santé, à tous les acteurs, de rester vigilants en permanence et de se mettre totalement à la disposition des pèlerins pour quand même prendre en charge leurs besoins ensemble. Il faut dire qu'au niveau de l'hôpital Matlaboul Fawzaini, le bâtiment R+5 que nous sommes en train de réaliser à ce niveau-là est en très bonne voie. Le planning est respecté et en fin 2020, normalement, nous allons recevoir les clés. De la même manière, l'hôpital de niveau 3 de Touba aussi est en très bonne voie. Nous avons visité les travaux. Le planning aussi sera respecté à la même période, fin 2020. Cet hôpital aussi sera livré au bonheur des populations de manière générale. Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé et de l'Action sociale. 7h13, bon réveil, une courte pause et la suite. RFM, fréquente modulation, 94.0, la radio en puissance. Barthélémy Ngom. Les travailleurs du petit train de banlieue ont levé leur mot d'ordre de grève illimitée, une décision prise à l'issue d'une rencontre avec le secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, lequel leur a promis d'ailleurs le paiement des 2 mois de salaire. Toutefois, ces agents du PTB dénoncent l'attitude du ministre Oumar Youm. Momar Sall, le secrétaire général du syndicat des travailleurs du petit train de banlieue, au micro d'Abdou Diouf Diagne.
Vous savez, depuis le mercredi passé, on avait déclenché une grève illimitée. Hier tard dans la nuit, un compromis a été trouvé entre les autorités et les travailleurs du petit train dans les SA. Donc vous savez, on parlait surtout de nos salaires. Ils ont pris l'engagement que les 2 salaires seront payés au cours de la semaine avec des chèques à l'appui. Ce qu'on a à déplorer peut-être sur ce mouvement-là, c'est que toujours encore nous disons qu'une négligence de la part du ministre de tutelle Omar Youm. Mais heureusement, son secrétaire d'État Mayacine Camara a bien joué son rôle et c'est lui-même qui a permis à ce que la situation soit décantée. Mais néanmoins, toujours le combat continue dans la mesure où on veut que les salaires soient assurés d'ici la fin d'année. Mais au-delà de cela aussi, nous voulons à ce qu'il nous parle une bonne fois pour toutes vraiment de l'avenir des travaux et du PTB avec l'avènement du train express régional. Quant à Omar Youm, on lui a entendu dire ce qu'il a dit vraiment, ça n'engage que lui. Lui qui dit que le FEDER c'est 2 mois sans salaire, que nous sommes impatients, on ne devait pas crier. Lui aussi qui dit qu'il nous a déjà reçu à travers son directeur de cabinet. Or, cette information n'est pas vraie pour vous dire. Donc lui aussi dit qu'il nous met en mal avec le président de la République pour dire que nous sommes contre le train express régional. Alors que nous, les travailleurs du PTB, nous sommes les premiers à encourager le président et son projet qui tend à moderniser le chemin de fer. C'est à partir vraiment de ces discussions-là qu'on verra si le PTB doit continuer ses activités au-delà de Diamniadio ou le personnel doit être reversé dans les terres ou bien dans une autre entreprise. Momar Sall, le secrétaire général du syndicat des travailleurs du petit train de banlieue et d'autres travailleurs, ceux du Trésor. Il dénonce également leurs conditions de travail. Parmi leurs problèmes, le non-respect des avantages liés à leur statut, l'absence d'un véritable plan de carrière et des affectations jugées discriminatoires. Il compte saisir d'ailleurs le ministère des Finances et du Budget. Préoccupation formulée face à la presse hier à l'issue du 3e congrès du syndicat des travailleurs. C'était au Grand Théâtre National. Compte rendu Oumou Djegania. Face aux nombreuses difficultés liées à leurs conditions de travail, les agents du syndicat unique des travailleurs du Trésor crient leur ras-le-bol. Bamba Sissé, nouveau secrétaire général du syndicat. Si on parle des problèmes que rencontrent ou des difficultés que rencontrent les travailleurs, il y en a beaucoup. Il y a des difficultés liées par exemple aux conditions de travail. Il y a des difficultés liées aux avantages liés à certaines fonctions. Voilà, il y a des difficultés liées au plan de carrière, aux affectations. Il y a tellement de choses qui nous interpellent aujourd'hui et auxquelles nous devons trouver des solutions. Saisir le ministère des Finances, l'une des solutions évoquées par le 4e secrétaire général entrant. Je pense que le syndicat ira au-delà même des problèmes des travailleurs même, mais ils défendront même les intérêts du Trésor au sein même du ministère des Finances. Le syndicat unique des travailleurs du Trésor du Sénégal a tenu son 3e congrès à l'issue duquel Bamba Sissé est élu nouveau secrétaire général et pour mener à bien cette mission, il compte remplir ses fonctions dans la transparence. Moudi Gagnan, stagiaire à la RFM, nos tentatives de joindre le directeur général du Trésor sont restées sans succès jusque-là. Le maire de Mbao, accusé d'avoir détourné 25 millions de francs CFA, d'après certains conseillers municipaux, Abdoulaye Pouy dit Obama a indûment décaissé de l'argent pour des œuvres sociales. Eh bien, l'argument selon lequel 250 000 francs CFA ont été accordés à chaque personne nécessiteuse au nombre de 100 est donc fallacieux. Les frondeurs annoncent d'ailleurs une plainte pour que cette affaire soit tirée au clair. Ils demandent également l'audit de la gestion de Obama à la tête de la mairie de Mbao. Cheikh Diaw, un des conseillers frondeurs, au micro de Ndongoka. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour soulever avec indignation une affaire trop grave. Il s'agit d'un décaissement de 25 millions effectué par le maire sur le compte réservé au secours aux indigents dans le budget de 2019. Ce décaissement a été fait sur la base d'un procès-verbal d'une supposée commission sociale qui a choisi 100 personnes considérées comme étant des nécessiteux. Ces 25 millions, d'après lui, ont servi à prendre en charge 100 personnes considérées comme des nécessiteux. Et chaque personne devait recevoir 250 000. Après vérification, nous avons identifié clairement des personnes sur ces 100 personnes et nous les avons approchées. Et il s'est trouvé que ces personnes nous ont clairement dit qu'ils n'ont jamais reçu la somme de 250 000 venant de la mairie. Nous sommes en train de constater aux grandes dames des populations que le maire est en train de détourner notre argent. On réclame plus qu'un audit. Nous allons déposer des plaintes devant la CREI, devant l'OFNAC. Nous avons déposé également une plainte au niveau de la Cour des comptes. Nous avons
avons des documents en notre possession. Nous avons le PV de la commission sociale. Nous avons le bordereau d'engagement signé par le maire de la commune, Abdoulaye Pouy. Nous avons également la fiche d'engagement signée par le secrétaire municipal. Nous avons la liste des 100 personnes considérées comme étant des nécessiteux. Nous avons également leurs pièces d'identité. Cheikh Diaw, le porte-parole des conseillers frondeurs qui demande donc un audit de la gestion du maire Abdoulaye Pouy. Le maire de Mbao, nos tentatives de le joindre justement n'ont pas abouti. Abdoulaye Pouy dit Obama serait absent du territoire national. Retrouvailles entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. Ahmed Fall Braya s'en félicite et exhorte les deux hommes à éviter les politiciens qui veulent les diviser. Le coordonnateur départemental du PDS à Saint-Louis, qui avait soutenu Macky Sall lors de la dernière élection présidentielle, veut un grand parti libéral qui va gérer le pouvoir durant 50 ans. Il a aussi approuvé la libération de Khalifa Ababakar Sall. Ahmed Fall Braya au micro de Mohamed Nabissila. Avec Abdoulaye Wade, nous avons eu beaucoup de réalisations. Avec Macky Sall, nous sommes en train d'avoir beaucoup de réalisations. Les deux forces unies fera de ce Sénégal un Sénégal vraiment où il fera bon vivre, un Sénégal havre de paix. En plus, Khalifa Sall vient d'être libéré. Le climat qui est en train vraiment de se créer au niveau de la scène politique, je demande aux chefs d'État, aux dirigeants de l'entretenir, de ne pas écouter les brebis galeuses, ceux qui ne sont jamais d'accord pour que les gens aillent ensemble parce qu'ils sont médiocres. Il faut prendre les gens de qualité, les gens capables de drainer des projets, capables de les entretenir, capables de les exécuter pour que le pays en profite. Et si aujourd'hui ils se retrouvent, c'est bon pour le Sénégal. Le projet politique, c'est d'aller vers une formation libérale très forte. Abdoulaye Wade l'a toujours dit que je veux un pouvoir sur 50 ans. Ce pouvoir sur 50 ans, pour le matérialiser, il faut qu'il y ait une mise en œuvre qui puisse faire en sorte que toutes les forces qui s'éparpillent de gauche à droite puissent se retrouver autour de l'essentiel pour développer ce pays. Ahmed Fall Braya est le coordonnateur départemental du Parti démocratique sénégalais à Saint-Louis. Il s'exprimait en marge d'une course de pirogue communément appelée régate dans la vieille ville. Il est 7h21. RFM. L'actualité internationale. L'opposition guinéenne a tort d'accuser Alpha Condé de vouloir briguer un troisième mandat. C'est la conviction des partisans du président de la République de Guinée. Présents à Dakar, les membres du Rassemblement du peuple guinéen Arc-en-Ciel Sénégal disent oui à une nouvelle constitution pour une Guinée Conakry stable et prospère. Le compte-rendu de leur conférence de presse hier à Dakar, signé Virginie Léontine Sagna. L'organisation d'un référendum est au centre d'un débat en Guinée. Toutefois, Fraya Condé, secrétaire politique de RPG Sénégal, affirme que ce projet n'accorde pas un troisième mandat au président Alpha Condé. Il a parlé de référendum et ce référendum va nous amener là où le peuple veut qu'on aille. C'est pas le président qui décide, c'est pas l'opposition qui décide, c'est le peuple souverain qui décide. On n'a jamais parlé de troisième mandat. Ceux qui parlent de troisième mandat, c'est juste pour amener la pagaille en Guinée. Une nouvelle constitution qui devait être adoptée en 2010 pour continuer à subvenir aux besoins de la population. Il fallait d'abord organiser, voir qu'est-ce que le peuple a besoin. Le peuple a besoin de l'eau, le peuple a besoin de manger, le peuple a besoin de se soigner, le peuple a besoin de ça, etc. etc. C'est pour cela qu'on devait organiser le référendum. Le référendum, c'est quelque chose qu'on devait organiser depuis 2001-2002. Une nécessité pour la Guinée de se doter d'une nouvelle constitution. Selon le RPG, l'objectif est de moderniser les institutions dans le pays. Virginie Léontine Sagna. Et puis au Burkina Faso, une vingtaine de personnes ont été tuées dans la province de Soum. C'était lors d'une attaque menée dans un village par de présumés djihadistes dans la nuit du vendredi au samedi. Au Cameroun, pour terminer, l'opposant Maurice Kamto est libre. Il est sorti de prison hier samedi après 9 mois de détention. Le leader du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, a comparu devant un tribunal militaire qui a abandonné donc les poursuites. La veille déjà, le président Paul Biya avait annoncé dans un tweet l'arrêt des poursuites contre certains responsables de l'opposition. RFM Sport. Sport Week-end à 7h24, nous accueillons Chertidiane Diagne.
Bienvenue dans Sport Week-end. Cher Tidiane Diagne est à la présentation de la technique assurée par Amadi Ndiaye. Football, nous parlons du tournoi de l'UFOA qui se déroule à Thiès. La Côte d'Ivoire qualifiée en demi-finale après son match remporté face au Togo ce samedi. Après tir au but, les Ivoiriens l'ont remporté sur le score de 4-2 à l'issue du temps réglementaire. Les deux équipes étaient à égalité, 0 but partout. La Côte d'Ivoire qui va donc rencontrer le Ghana pour son prochain match. Ce sera pour les demi-finales. Le Sénégal, première nation qualifiée pour les demi-finales, connaîtra son adversaire à l'issue du dernier quart de finale prévu ce dimanche à 20h au stade La Dior de Thiès entre la Sierra Leone et le Mali. Liverpool réussit la passe de 8, la baraka d'un futur champion peut-être. C'est à l'ultime minute du temps additionnel que les Reds ont inscrit le but de la victoire sur penalty transformé par James Milner. Score final 2-1 pour Liverpool face à son défunt Leicester. Sadio Mané a été un des principaux artisans du succès des Reds. Il a inscrit l'ouverture du score, son 5e but de la saison et son 50e but en 100 matchs sous les couleurs de Liverpool. Solide leader, Liverpool décroche donc à 10 points sa victime du jour et dauphin Leicester à 8 points aussi devant Manchester City, 3e qui croise ce dimanche à 13h Leicester, plutôt Wolverhampton. Tottenham dans le dur après sa lourde défaite 3-0 chez Brighton. Le plus grand score ou alors le plus lourd score est à l'actif d'Aston Villa qui a corrigé 5-1 à Norwich. À suivre ce dimanche les sorties à 13h d'Arsenal face à Bournemouth, Southampton Chelsea à la même heure, 15h30 Newcastle Manchester United. Nous parlons à présent de la Ligue 1 française, un autre Sénégalais qui a prié, premier but d'Idrissa Gana Gueye au PSG, victoire des Parisiens 4-0 devant leur dauphin en juin. Avec Idrissa Gana Gueye, le PSG est resté invaincu. Le leader du championnat a joué 8 matchs, toutes compétitions confondues, avec Idrissa Gana Gueye, 8 victoires et aucun but encaissé. Pour les autres résultats, Metz a chuté face à Brest 2-0, Dijon domine Strasbourg 1-0, 3-1 pour Montpellier face à AS Monaco, Nantes qui consolide sa deuxième place après sa victoire 1-0 sur Nice, les Girondins de Bordeaux 4e au classement, ont battu en déplacement à Toulouse sur le score de 3-1 ce dimanche pour la suite des rencontres. 13h Lille-Nîmes, 15h Rennes-Reims, 19h le choc entre Saint-Etienne et Lyon. Saint-Etienne qui occupe la dernière place au classement et qui a changé d'entraîneur avec l'arrivée de Claude Puel. Ce match était important dans la course pour la place de leader et Real Madrid a pris une option en dominant son challenger Granada 4-2. Eden Hazard, la nouvelle recrue, a scoré pour la première fois sous les couleurs de l'équipe de Real Madrid. Valence, grâce à son succès 2-1 face à Alaves, chipe la deuxième place. Barcelone 5e provisoirement accueille ce dimanche à 19h Séville, alors qu'Atlético Madrid 4e joue à 14h chez Valladolid. C'est juste inédit en Allemagne. Il y a 5 leaders à 14 points chacun. Bayern Munich, Leipzig, Fribourg, Schalke 04 et Leverkusen. Bayern Munich a chuté à domicile ce samedi face à Hoffenheim 2-1. Leverkusen et Leipzig ont fait match nul, un but partout. Même score entre Schalke 04 de Lamine Sané et Cologne. Dortmund, qui apporte souvent la contestation, est classé 7e après son nul chez Fribourg 2-1. Rude bataille attendue ce dimanche pour le contrôle de la tête du Calcio. Inter de Milan, leader, accueille son dauphin, la Juventus de Turin. 2 points plus tôt séparent les deux formations. 18h45 pour le début de la rencontre. À 16h, Napoli de Kalidou Koulibaly se déplace chez Torino. Retour chez nous, basketball, Coupe du Sénégal, demi-finale, retour en messieurs. Duc passe à la faveur de sa victoire à l'aller et de son score confortable de 10 points d'écart. Ce samedi, à Marius Ndiaye, Union Sportive de Ouakam a inversé le score, mais n'a pas pu combler. Donc le gap avec seulement 5 points d'écart. Score final, 73-68 pour Union Sportive de Ouakam. Nous allons écouter Chérif Aïdara, c'est le coach adjoint de l'Union Sportive de Ouakam. Il tire le bilan de la saison au micro de Sodakam. Nous tenons tout d'abord à féliciter cette équipe du Duc et encourager nos joueurs pour le match qu'ils ont fait. Ça n'a pas été facile, ce n'était pas évident d'abord de gagner le Duc parce qu'ils ont sorti un bon match sur le plan défensif. Mais aujourd'hui, nous encourageons nos joueurs et pour leur dire que le travail continue. Même si la saison est finie, le travail continue. Nous avions comme objectif cette année de remporter une coupe nationale, soit le championnat ou la coupe du Sénégal. Mais malheureusement, on a été éliminé par cette même équipe du Duc. Le travail va continuer l'année prochaine et nous allons nous fixer cette même objectif-là parce que l'objectif de Ouakam demeure de remporter une coupe nationale. Parce que pour les coupes régionales, on a l'habitude de remporter la coupe du Sénégal, de jouer des finales de coupe du maire. Donc malheureusement, on n'a pas atteint nos objectifs cette année. Néanmoins, nous avons fait une bonne saison. Parce que c'est la première fois quand même que l'US Ouakam joue une demi-finale play-off.
c'est la première fois. Donc c'est une satisfaction pour nous, encadrement, et pour les joueurs aussi, parce que c'est une première. Parfait Adjivon, c'est l'entraîneur du Dakar Université Club. Il réagit au micro de Sodecam après cette qualification finale. Nous rendons grâce à Dieu. Je félicite l'équipe adverse, je félicite quand même les joueurs. Certes, on a perdu maintenant, c'est l'interpasse, c'était surtout ça à jouer, surtout au match aller. Donc, on est mal entré dans le match. Vous savez, notre moyenne de taille n'était pas bonne. Eux, ils nous ont dominés à l'intérieur, ils ont pris trop de rebonds. C'est ce qui leur a valu cette victoire. Ils ont pris trop de rebonds offensifs et ils les ont concrétisés. On a pris trop de points sur seconde chance. C'est ce qui nous a valu cette défaite-là. Vous aviez battu 10 points d'écart lors de la manche aller. Est-ce que vous vous attendiez à ce genre de match aujourd'hui? Absolument, c'est un match de coupe. Match de coupe, l'équipe adverse n'avait rien à perdre. Dans la mesure où c'est une très grande équipe qui ont de très bons joueurs. Un pivot qui te mesure 2m20, plus presque 2m20, qui pèse dans un match, c'était normal qu'on s'attend à ce genre de match. Est-ce que aussi il n'y avait pas vitesse et précipitation, confrontation de vitesse et précipitation de vos joueurs à l'entame de match? Quand même, on avait manqué de sérénité à l'entame du match. Ils étaient trop excités. Il fallait se calmer et négocier le match. Donc c'est ce que nous avons fait. On était revenus à quelques niveaux. Mais toujours on faisait des erreurs, surtout en contre-attaque. On a eu 3 possessions où on devait aller mettre le panier et on les perd. Bon. Non, mais tout d'abord, ce qui était important, c'était de se qualifier. L'essentiel, on s'est qualifié. Il faut se réjouir de cette victoire. On va maintenant préparer nos 2 finales avec tête reposée. C'est très dur dans la mesure où on a manqué d'effectifs. Maintenant, on est en train de changer de stratégie de jeu. C'est normal parce que notre jeu intérieur n'est plus le même quand même. En finale, le Duc va croiser AS Douanes qui a battu à nouveau ce samedi au Stade Marius Ndiaye les militaires de l'ASFA sur le score de 67-50. Rugby, l'équipe féminine du Sénégal prépare l'Africa Women's 7, les qualifications au JO 2020 prévues à Tokyo. Elles sont d'ailleurs en regroupement fermé depuis quelques jours. L'équipe quitte Dakar le 9 de ce mois pour la Tunisie. Maître Guedel Ndiaye, président de la Fédération de rugby. Oui, la préparation se passe bien. Les filles commencent à avoir un bon niveau, très bon niveau. Et là, elles seront aidées toute la semaine prochaine par M. Mohamed Dermouni qui est venu pour faire le stage des coachs et qui nous fait la gentillesse de rester ici une semaine de plus pour donner un coup de main au rugby à 7 féminin et au rugby à 7 masculin. Donc nos filles ont terminé 7e l'année dernière ou 8e en Afrique. On espère rester à ce niveau-là et pourquoi pas descendre à la 5e. Sport Weekend, c'est fini. Merci de l'avoir suivi.